Dans cette vidéo, on va poursuivre donc notre série sur le fait d'écrire donc du code prêt pour la mise en production une fois que votre modèle de machine learning semble prometteur pour aller en production. Et on avait vu donc précédemment les 5 étapes dont vous avez besoin pour le faire. En réalité, comme je vous avais dit, il y en avait que 11 justement et pas 15 comme indiqué dans l'autre vidéo. Et donc aujourd'hui, on va voir le reste donc des étapes qu'il vous faut donc du coup pour être serein et écrire du code finalement prêt pour aller en production dans un projet de data science. Allez, c'est parti, générique. Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne. Moi, c'est Sport Badoun, je suis data scientist. Et si on parle donc d'astuces de code Python pour la mise en production en data science, on parle de stratégie et de mindset parce que je suis convaincu que c'est avec ces éléments que tu deviendras toi aussi autonome dans la mise en production de tes projets data ou IA. Alors, si les thématiques autour de la mise en production des projets data science t'intéressent, tu es au bon endroit ici. Je t'invite donc à faire deux choses. Premièrement, abonne-toi. Deuxièmement, active la cloche des notifications afin d'être notifié de tous nos nouveaux contenus édifiants qui apparaîtront chaque semaine sur la chaîne. Je profite de l'occasion, si tu es nouveau parmi nous, te souhaiter la bienvenue. Tu trouveras dans la barre de description à cet effet un cadeau, son petit livret qui se lit très rapidement, qui te permettra de bâtir ton mindset sur les thématiques de mise en production. Revenons donc au sujet du jour. Aujourd'hui, on va voir très rapidement 6 autres étapes qui vous permettront donc d'écrire du code prêt pour aller en production sur les projets data science. Donc, étape 6, donc, c'est déplacer le code vers des modules séparés. Okay? Il vous faut donc créer un nouveau fichier Python pour chaque ensemble de classes. Cela rendra votre code plus modulaire et plus réutilisable. Cela gardera également votre référentiel de code bien rangé et bien organisé. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image qui va apparaître. Ce qu'on appelle en réalité la structuration, justement, en code source. Alors, l'étape 7, c'est la journalisation ou les logs. La journalisation, les logs vont fournir finalement un enregistrement détaillé de ce qui s'est passé lors de l'exécution de votre programme. Lorsque des erreurs ou un comportement inattendu se produisent, ces journaux peuvent être utiles pour diagnostiquer et débugger les problèmes. Comme vous pouvez le voir sur l'image ici, voilà comment on fait donc les journalisations pour essayer de capter les erreurs éventuelles qui vont arriver dans votre code. Ensuite, l'étape 8, donc c'est une étape qui est souvent négligée par les data scientists, c'est la documentation. La documentation va vous permettre d'ajouter des commentaires de lignes de code complexes, d'ajouter des docstrings à des fonctions et de faire de la documentation externe pour expliquer le but et l'utilisation du code. Cela va permettre aux collaborateurs de comprendre et de travailler plus facilement sur la même base de code. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'image ici, les docstrings, en fait, c'est justement ces éléments qui sont en vert, qui vous permettent donc d'écrire, en fait, le pourquoi la fonction, les arguments que vont prendre ces fonctions-là, la sortie, justement, de votre fonction, afin que, justement, un développeur qui arrive nouvellement sur le projet ne puisse pas être perdu. C'est ça le but, finalement, de cette documentation. L'étape 9, c'est justement emballer et utiliser la gestion des dépendances. Vous pouvez utiliser les outils de gestion des dépendances pour garantir que vous disposez en fait d'un environnement cohérent et reproductible. De cette façon, votre code se comporte de la même manière dans différentes configurations, que ce soit dans les environnements de développement, dans les environnements d'acceptation et dans les environnements de production. Ok, acceptation qui est QA et le domaine de production. Ok, donc c'est ces trois environnements généralement qui existent en entreprise lorsque vous déployez vos projets en production. Vous pouvez spécifier la version d'une bibliothèque ou d'un package que vous souhaitez utiliser. Cela va éviter justement l'enfer des dépendances, c'est-à-dire des situations dans lesquelles différentes parties d'une application s'appuient sur des versions incompatibles d'une bibliothèque. Des outils comme pipenv, conda ou poetry aident justement à gérer les dépendances. Et la création donc d'un fichier requirement.txt ou des fichiers similaires vont garantir justement que l'environnement de production correspond à l'environnement de développement. Outre les outils de dépendance de package, un moyen assez sûr pour gérer votre code et continuer justement à le conditionner, c'est justement l'utilisation d'un wrapper autour de l'intégralité de votre solution. Okay? Et donc,
Le package, en fait, Python est un wrapper autour de votre code Python qui doit s'exécuter en production. Idéalement, vous pourrez donc créer des images pour commencer à garantir justement des analyses reproductibles, à condition que vous disposiez justement d'entrées et de données reproductibles. Donc, dans ma formation, donc, qui permet de devenir autonome dans la mise en production de vos projets data ou IA, vous retrouverez donc du coup la notion de packaging de code qui est fondamentale pour reproduire exactement les transformations qui ont été réalisées d'un environnement à un autre et s'assurer qu'on a exactement les mêmes résultats. C'est un aspect très important lorsqu'il s'agit des problématiques de mise en production. 10e étape, c'est le fait de transmettre justement votre code via le contrôle de version. Pour cela, du coup, vous disposez donc des systèmes de contrôle de version qui vous offriront de nombreuses options, rendant donc du coup la coopération beaucoup plus facile entre développeurs. Bien que les notebooks soient parfaits pour la phase d'expérimentation d'un projet data science, la véritable valeur de ces solutions est exploitée lorsqu'elles sont exécutées en production. À mesure que la technologie progresse, passer de l'expérimentation et du développement à la production deviendra beaucoup plus facile. En attendant, vous pouvez utiliser donc ces étapes et bonnes pratiques pour faciliter justement ce changement. L'étape bonus, donc, qui est la 11e étape, c'est la sérialisation de votre modèle. La sérialisation des données, c'est en fait le processus de conversion des données structurées dans un format permettant le partage et le stockage des données sous une forme permettant la récupération de leur structure d'origine. Dans certains cas, l'objectif secondaire de la sérialisation des données et du modèle est de minimiser la taille justement des données. Et donc pour cela, vous avez plusieurs outils qui vous permettent de faire ça. Il y a Pickle, Joblib, Ray et JSON. Voilà donc un exemple basique qui va apparaître sur l'écran et qui vous permettra donc d'avoir une idée sur la notion de sérialisation des modèles. Voici donc ainsi les 11 étapes qui vous permettront donc justement de pouvoir passer donc du code écrit en développement dans des notebooks en des codes prêts pour aller en production. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé ce contenu. Comme d'habitude, likez, commentez, partagez afin qu'un maximum de data scientists puissent en profiter. D'ici là, portez-vous bien. Je vous donne donc rendez-vous très prochainement pour un nouveau contenu tout aussi édifiant. Salut!